La vidéo d'aujourd'hui est une des vidéos les plus importantes que j'ai enregistrées ces dernières semaines. C'est une vidéo qui répond à la question fondamentale, mais d'où vient le fait que ces gens qui sont au-dessus de nous ont tellement de pouvoir sur nous et sont capables de nous imposer des choses qui nous emmerdent, comme par exemple le port du masque. Donc je vais vous montrer, je vais vous décortiquer pour vous les mécanismes de pouvoir dans lesquels vous êtes prisonnier et comment sortir de ces mécanismes de pouvoir pour reprendre votre vie en main et pour leur envoyer un signal très clair qui est que ils ont perdu et qu'ils ne passeront pas. Et je vous invite dès maintenant à télécharger cette vidéo et à la reposter sur toutes vos pages Facebook, toutes vos chaînes YouTube pour que ce message soit diffusé le plus largement possible. Bonne conversation! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 53 du 31 août 2020. Et oui, le temps passe vraiment très très vite et j'étais vraiment très heureux de vous retrouver pour vous entretenir une nouvelle fois de cette thématique du conditionnement, du déconditionnement, avec une attention particulière à la soumission à l'autorité et qu'est-ce qui finalement fait que les autorités ont autant de pouvoir sur nous, et vous allez voir que ça a un rapport direct avec notre conditionnement. Alors, je me plais à le dire et à le répéter depuis quelques semaines. Je me trouve vraiment très inspiré de vous avoir proposé dès la fin du mois de juillet 2019 une série de rencontres, une série de rendez-vous, tous les lundis habituellement, consacrés au thème du conditionnement et du déconditionnement. Et bien entendu, je n'imaginais jamais que nous allions vivre, à partir du début de cette année 2020, une expérience de psychologie sociale, d'ingénierie sociale, grandeur nature, à l'échelle de la planète. Et je ne pensais vraiment pas que nous serions confrontés effectivement à une vaste opération mondiale de conditionnement et de manipulation de pratiquement toute la population de la planète. Et je suis vraiment très content parce qu'en regardant la liste des sujets que j'avais traités, il y avait un des sujets que j'avais traité en automne 2019, donc bien avant qu'on annonce la pseudo-pandémie de grippe Covid-19. Enfin, je ne sais même plus comment il faut l'appeler parce que maintenant, je dirais que les médecins sont de plus en plus nombreux à dire c'était une fausse pandémie. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que le CDC, donc c'est le Center for Disease Control and Prevention des États-Unis, qui est quand même l'autorité suprême en matière de santé publique, vient de déclarer il y a quelques jours que finalement, on avait exagéré fortement dans le décompte des morts attribués au Covid-19 et que finalement, nous ne pouvions considérer comme personnes mortes directement du Covid-19 que, tenez-vous bien, 6% de la population. 6% de la population. Ça veut dire que, au lieu que le bilan des morts aux États-Unis se monte à plus de 153 000 personnes, 6% de 153 000, je fais le calcul pour vous, ça fait 9 000. Ça veut dire qu'en fait, il n'y aurait eu, d'après le CDC, que 9 000 morts au lieu de 153 000 morts. Et les journalistes continueront à oser nous traiter de conspirationnistes, de crétins, d'imbéciles. Qui a menti à la population? Est-ce que c'est nous qui avons dit depuis le début qu'il y avait
un surcomptage et une exagération et un gonflage des chiffres des morts dans tous les pays touchés par le coronavirus. Qui a dit cela? Les médias dominants? Les fact-checkers? Les débunkers? Les décrypteurs de ce monde? Non, c'est pas eux. C'est nous qui avons dit ça. Mais on s'est fait maltraiter, on s'est même fait fermer nos chaînes ou supprimer certaines de nos vidéos sur YouTube. Parce que nous ne respections pas les règles de la communauté et parce que nous ne respections pas les recommandations de santé publique. Mais attendez, est-ce que vous avez compris l'enjeu de ce que je viens de vous dire? Ça veut dire que j'avais déjà dit au mois de mars ou avril, je ne me souviens plus, que en Italie, le ministre de la Santé ou le directeur national de la santé publique d'Italie avait déclaré que il n'y avait que 12% des morts déclarés du Covid qui devaient être considérés comme morts du Covid, les autres étant morts d'autres maladies et de comorbidités. Je vous l'avais déjà dit au mois de mars ou avril. Silvano Trotta vous l'avait déjà dit. Alexis Cossette-Trudel vous l'avait déjà dit. Salim Laibi vous l'avait déjà dit. On était toute une kyrielle de vous l'avoir dit. Mais on s'est fait traiter de tous les noms par les journalistes, par les autorités de santé publique et par ces petits crétins, ces petits merdeux qui croient tout connaître, qui croient tout savoir et qui ne se basent en fait que sur les messages envoyés par les médias dominants pour dire « oui mais ça c'est faux et ça c'est juste ». Mais est-ce que vous vous rendez compte que si on part du principe que dans chaque pays ça a été la même chose et c'est comme ça que ça s'est passé. Dans chaque pays, on a attribué peut-être 10 à 15 fois plus de morts qu'il n'y a eu réellement de morts associées au coronavirus. Parce que, vous le savez, vous m'avez entendu dans les précédentes conversations du lundi, vous le savez, je ne crois pas un instant au fait qu'un virus soit responsable de la mort de quelqu'un. Ce que je crois, et je continuerai à l'affirmer et à le démontrer. Et quand je créerai l'Académie de la santé intégrale, je vous en ferai une démonstration très précise et très factuelle. C'est que oui, on peut attraper un virus, éventuellement. Mais ce virus ne va devenir pathogène pour un individu que dans la mesure où le corps de la personne est déjà déséquilibré et que ce corps a besoin de l'information virale pour se rééquilibrer. Est-ce que vous entendez? Et si ce rééquilibrage se fait dans des conditions où l'équilibre a déjà été perdu depuis très longtemps, donc on est loin de l'équilibre, donc on est en très grand déséquilibre, eh bien il est possible à ce moment-là que la présence du virus tue la personne parce que cette personne était déjà très déséquilibrée, très loin de l'équilibre. Mais je continue à dire qu'une personne saine, oui, elle peut attraper le virus 50 fois si vous voulez. Mais cette personne saine ne va rien faire de ce virus puisqu'elle est déjà en équilibre. Et donc ce virus, au mieux, sera stocké dans la banque de données du système immunitaire, au pire, sera éliminé par l'organisme assez rapidement. Donc, c'est pour ça que je vous parle de mort associée au coronavirus et pas de mort provoquée par le coronavirus. Bien. Donc, réfléchissez un peu à la portée de ce que ça a. Ça veut dire que si il n'y a que 10% des morts avec lesquels on vous a terrorisé à longueur de semaines, jour après jour, heure après heure, si on vous a terrorisé avec 10 fois trop de morts, est-ce que vous ne seriez pas en droit de commencer à réclamer des dommages et intérêts à ceux qui vous ont menti? Est-ce qu'il ne serait pas temps de vous révolter contre ces salopards
qui se trouve à la tête de l'OMS, qui se trouve à la tête de la santé publique, qui se trouve à la tête des gouvernements ou des pays. Ces salopards qui se trouvent au sein des médias dominants, ces salopards qui ont été complices des médias dominants, qui sont ces petits merdeux de fact-checkers et de débunkers ou de décrypteurs, etc. Est-ce qu'il ne serait pas temps de demander des comptes à ces gens-là, de demander des excuses, de demander réparation et d'exiger que tous ces gens-là quittent leurs fonctions immédiatement? Parce que ça veut dire qu'on vous a effrayé avec un nombre de morts qui est 10 fois moins important que ce qu'il y a eu dans la réalité. Ça veut dire aussi que si on parle de combien ? 750 800 000 morts officiellement, ça ne réduirait le bilan qu'à 80 000 morts. Or, je vous ai répété que chaque année, la grippe saisonnière habituelle fait entre 250 et 650 000 morts. Et là, cette année, on nous parle de 80 000 morts associés au Covid-19. Et on nous emmerde avec des masques dans une situation où, en plus, il n'y a plus aucun mort associé au Covid-19. Alors vous allez dire, oui, mais dans les médias maintenant, on nous annonce une recrudescence des cas. Ben oui, et alors? So what? Une recrudescence des cas. Mais bien entendu, ça, je vous l'ai déjà démontré dans une des infos en question, et je vous le remontre à l'écran maintenant. Regardez, le cas de la Belgique, c'est un de mes amis médecins qui m'a envoyé ces graphiques. Le cas de la Belgique. Regardez le nombre de cas positifs qui est en augmentation. Effectivement, je confirme que le nombre de cas positifs est en augmentation. Cela dit, je voudrais quand même rappeler que j'ai consacré une de mes chroniques dans l'info en question pour remettre en question la fiabilité des tests PCR. Et là, ce n'est pas moi qui parle, c'est l'inventeur du PCR, parce qu'au départ, le PCR n'est pas un test. Le PCR, c'est un processus de multiplication de matériel génétique, pas de matériel informatique, de matériel génétique pour pouvoir repérer la présence de matériel génétique. Point. Donc c'est un processus d'amplification, c'est un processus de multiplication du matériau génétique. C'est ça la PCR. Et l'inventeur de la PCR, qui est décédé maintenant, a toujours dit « N'utilisez pas la PCR pour tester la présence et encore moins la charge virale chez des individus. Ça ne sert à rien, c'est complètement stupide. » C'est l'inventeur du PCR qui a obtenu le prix Nobel pour ça, Kary Mullis. Bien, admettons encore que les tests PCR soient fiables, ce qui n'est même pas le cas non plus. Je pense que c'est le physicien, je ne sais plus son prénom, mais Mendez, qui a testé les tests dans son laboratoire et il s'est rendu compte que la plupart des tests ne passaient pas la barre de la spécificité et de la sensibilité. Bon, mais admettons, soyons dans un monde idéal. Tous les tests PCR montrent des vrais cas positifs. Oui, mais quand vous regardez le nombre de tests qui sont réalisés en Belgique tous les jours, regardez à quoi ressemble cette courbe. Et donc la question maintenant à se poser, que mon ami médecin en Belgique s'est posée, c'est, oui, mais quel est le pourcentage de positifs parmi les gens testés? Parce que si on teste 10 personnes et qu'on a une personne positive, et que par la suite on teste 100 personnes et qu'on a 10 personnes positives, ça veut dire en fait que le taux de contamination, entre guillemets, avec toutes les réserves que je vous ai données, est strictement identique. Et donc si on fait 10 000 tests maintenant, eh bien peut-être qu'on va avoir 1000 cas positifs. Et vous voyez comme les médias sont en permanence manipulateurs pour vous maintenir dans la terreur. À part ça, c'est nous, les lanceurs d'alerte, qui sommes accusés de générer la peur auprès du public pour vendre nos programmes de formation, par exemple, ou pour recruter dans nos sectes des individus fragiles. Mais on se fout de la gueule de qui, là? Qui
utilise la peur pour faire passer son agenda liberticide, ce n'est pas nous. Ce sont les autorités de santé avec la complicité de ces journalistes qui, je vous le rappelle encore une fois, je l'avais déjà dit en 2009, font le plus vieux métier du monde. Vous savez ce que c'est le plus vieux métier du monde? C'est le métier de prostituée. Et comme le disait Blanche Gardin, je lui laisserai la responsabilité de ses propos. Elle disait « Nous sommes dans une période assez particulière où les journalistes sucent davantage de bites que les prostituées. » Fin de la citation. La seule chose qui devrait vous intéresser, pour vous rassurer, c'est de regarder combien y a-t-il de morts associés au Covid-19. Combien y a-t-il d'hospitalisations en soins intensifs et en réanimation associées au Covid-19. Et quand vous regardez les courbes, voilà ce que vous voyez. Ça va? Donc, nous sommes dans une situation, depuis le départ, où on nous a menti. Et ça, je vous l'ai dit dès le mois de mars, qu'on nous mentait sur les chiffres. Mais AFP Factuel, qui a décrypté ma vidéo numéro 33, qui a été supprimée après 850 000 vues rien que sur YouTube et à peu près 2 millions de vues sur les médias sociaux comme Facebook ou d'autres chaînes YouTube, puisque j'avais demandé aux gens de downloader la vidéo et de la remettre en natif sur leur propre page, ce qui fait qu'il y a certaines vidéos de moi qui sont encore actuellement sur YouTube et qui font parfois des dizaines de milliers de vues, parfois des centaines de milliers de vues sur des chaînes de gens qui n'ont que 3000 abonnés, mais qui ont remis mes vidéos et qui sont passés à travers les branches. Bien, très bien. Donc, AFP Factuel est venu dire que Jean-Jacques Crèvecoeur mentait et disait des choses qui n'étaient pas correctes. Mais qui a dit des mensonges? Qui a été propagateur de fake news? Aujourd'hui, les choses deviennent extrêmement transparentes. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a utilisé, on a instrumentalisé des faux chiffres de cas et de morts pour vous mettre en situation de terrorisme. C'est du terrorisme intellectuel qui a été fait vis-à-vis de vous. Et j'ai consacré plusieurs émissions, plusieurs rubriques dans l'info en question pour vous expliquer que nous avions subi une dictature, que nous avions subi une torture psychologique, que nous avions subi une manipulation de masse en nous faisant croire que nous étions tous en danger de mort et qu'il fallait donc accepter le confinement et accepter toute une série de mesures qui étaient totalement idiotes, injustifiées et qui n'ont jamais été mises en place dans l'histoire de la médecine, même à l'époque où il y avait des pestes noires ou d'autres maladies extrêmement mortelles. Jamais on n'a confiné une population asymptomatique et en bonne santé. Et dernièrement, l'OMS vient de déclarer que les asymptomatiques n'étaient pas contagieux. Mais à part ça, on doit continuer à porter le masque, même à l'extérieur. En tout cas, vous devez porter le masque quand vous êtes debout. Dès que vous vous asseyez à une terrasse de café, là, vous pouvez enlever votre masque. Si vous fumez, vous pouvez enlever votre masque. Mais dès que vous avez fini de fumer, vous remettez votre masque. Est-ce que vous avez compris que ce port de masque est juste une stratégie pour voir jusqu'où ils peuvent aller pour vous soumettre? À partir de quand vous allez vous révolter? Et c'est de cela dont je voudrais vous parler maintenant. Parce qu'en fait, je ne vous cache pas que j'en ai marre de voir des gens qui m'applaudissent
et applaudissent tous les lanceurs d'alerte et tous les gens qui font un travail exceptionnel et titanesque de réinformation, mais qui n'osent pas bouger, qui n'osent pas aller manifester, qui n'osent pas enlever leur masque, même là où c'est obligatoire. J'en ai marre de voir ces commerçants qui se soumettent aux injonctions et aux décrets des gouvernements par peur d'avoir une amende. Le résultat de ça, c'est que rien qu'au Québec, il y a déjà plus de 20 000 faillites qui ont été enregistrées depuis le début de la pandémie. Si je dois comparer une amende de 6 000 $ et une faillite, qu'est-ce que vous croyez que je vais choisir? Je vais choisir tout de suite l'amende de 6 000 $. Voyez? Parce que si j'ai un commerce que j'ai mis en place depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, que j'ai des employés dans mon entreprise, ce n'est pas vrai que quelqu'un va m'empêcher de continuer à faire ce que je pense juste et utile pour la communauté. Et donc c'est là que je voudrais vous faire réfléchir à l'origine du pouvoir de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires. Ils sont très peu. On dit dans un certain nombre de documentation, je dirais, assez bien documentée et assez bien fournie, que cette minuscule de psychopathes, cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires constituerait ou serait constituée d'à peu près 200 familles. Pas plus. Et ça, pour avoir été approché par le Palais Royal qui m'a demandé de les aider à aider les rédacteurs en chef de la presse écrite, de la presse radio et de la presse télévisée à manipuler l'opinion publique, ça c'était en 1994, quelques mois après la sortie de mon livre « De l'amour du pouvoir à la puissance de l'amour », où j'ai été invité par le colonel Vassen. Vous pouvez vérifier son nom. Vassen, ça s'écrit V-A-E-2-S-E-N, qui était à l'époque le précepteur du prince Laurent. Le prince Laurent qui est le fils d'Albert, qui était le frère du roi Baudouin à l'époque. Depuis lors, le roi Albert a régné en Belgique et puis son fils Philippe, donc le frère aîné de Laurent, a pris la place d'Albert. Donc actuellement, nous avons le roi Philippe qui règne sur la Belgique. Et quand le colonel Vassen, Noël Vassen, m'a demandé de les aider à manipuler l'opinion publique, parce que j'étais un expert à propos des phénomènes de manipulation et des phénomènes de pouvoir interpersonnel, vous pensez bien que je l'ai envoyé paître. Je l'ai envoyé chier, en lui disant que depuis 1983, donc ça faisait 11 ans que je travaillais d'arrache-pied avec ma première femme pour trouver la réponse à la question de comment se fait-il que nous sommes aussi facilement manipulables. Et j'ai consacré toute mon existence depuis 1983 à aider les individus à repérer la présence des jeux de pouvoir pour pouvoir les désamorcer dans une optique gagnant-gagnant, sans entrer dans un rapport de force et de contre-pouvoir, mais pour pouvoir se respecter inconditionnellement. Alors quand il y a des petits cons qui sont professeurs de psychologie sociale qui viennent dire que Crèvecoeur est un manipulateur parce que c'est un spécialiste des jeux de pouvoir, il est vraiment con. Et je me demande comment il a obtenu son diplôme de psychologie sociale et comment en plus on lui confie une chaire d'enseignement en psychologie sociale. Pour aller dire des conneries comme ça, faut vraiment pas être très brillant. Mais ça, ce sont des comptes que je vais régler plus tard. Donc je me suis toujours battu pour permettre aux gens qui se font manipuler d'avoir les armes qui leur permettent de repérer
de comprendre ce qui leur arrive et de désamorcer, c'est-à-dire de ne pas tomber dans le piège de la tentative de jeu de pouvoir. Et donc, pensez bien que quand, au Palais Royal, on m'a demandé de les aider à manipuler le peuple, vous pensez bien que je les ai envoyés chier, et pas à peu près. Bon, c'est à partir de là que j'ai commencé à être harcelé sur le plan administratif, puisque je rappelle que depuis 1994, j'ai subi 27 contrôles fiscaux ou gouvernementaux. C'est quand même pas mal en 26 ans avoir 27 contrôles qui d'ailleurs n'ont jamais débouché sur quoi que ce soit parce que j'ai une gestion qui est absolument impeccable et irréprochable. Donc jamais je n'ai subi d'importants redressements fiscaux. Parfois 1000 € sur une dépense qui a été rejetée. Bon, ça c'est un os à ronger que l'administration aime bien avoir pour ne pas rentrer bredouille chez eux. Donc c'est ça que je veux vous faire comprendre aujourd'hui. C'est d'où vient le pouvoir de ceux qui ont du pouvoir sur vous. Et je vais prendre un premier exemple. Ce premier exemple, c'est la fable du corbeau et du renard. Vous allez me dire que c'est peut-être un peu ridicule de prendre un exemple comme ça, mais je le trouve très significatif. Donc vous avez deux protagonistes. Vous avez le renard et vous avez le corbeau. Le renard est ce qu'on va dire celui qui tente de manipuler le corbeau, et le corbeau, c'est celui qui va être manipulé. Le renard voudrait avoir du pouvoir sur le corbeau. Pourquoi? Parce qu'en fait, le renard, et c'est ça la définition que je donne dans la dynamique relationnelle systémique, qui est la démarche que nous avons mise au point, ma première femme et moi, eh bien, dans la dynamique relationnelle systémique, la définition que je donne du pouvoir, c'est que A a du pouvoir sur B à partir du moment où A est capable de faire, de faire dire, de faire penser ou de faire ressentir quelque chose à B contre son gré ou à son insu, mais surtout sans en prendre la responsabilité. Bien. Donc, j'ai pas le temps d'approfondir ça, je l'explique en long et en large dans le cadre de l'Académie des relations authentiques, mais je vous donne l'essence de cette définition. L'essence, c'est si A est capable de faire, de faire dire, de faire penser, de faire ressentir quelque chose à B, eh bien, on pourra dire que A a du pouvoir sur B. Bon, mais quelles conditions faut-il avoir pour que A ait du pouvoir sur B? Comment est-ce que A va s'y prendre pour que B fasse, dise, pense ou ressente ce que A voudrait que B fasse, dise, pense ou ressente? C'est là tous les jeux de manipulation, c'est là tous les jeux qui sont utilisés par les manipulateurs. Et donc le renard ici utilise une stratégie qui est la stratégie de la flatterie. Il sait que le corbeau est un animal qui est en recherche de reconnaissance, qui est en recherche de plaire, de séduire, etc. Et donc le renard arrive et lui fait toute une cour en disant oh, si votre plumage, si votre ramage ressemble à votre plumage, vous êtes le phénix ou vous êtes le, oui c'est ça, des hôtes de ce bois, etc. Enfin tout le baratin. Et le corbeau veut évidemment lui prouver que son ramage est aussi beau que son plumage, et donc il ouvre un large bec et laisse tomber son fromage. Bien. Donc, si on regarde ce qui s'est passé, c'est que le renard a fait une tentative de jeu de pouvoir. Et ça, c'est vraiment la clé que je veux vous expliquer aujourd'hui dans le cadre de ce que nous vivons avec le port du masque obligatoire, par exemple. C'est que donc, l'autorité veut vous faire quelque chose, ouvrir le bec. Vous, c'est plutôt fermer le bec et mettre un masque sur votre bouche. Mais ça, c'est ce que j'appelle dans la dynamique relationnelle systémique une tentative de jeu de pouvoir. Ce n'est à ce stade-là qu'une tentative de jeu de pouvoir. C'est un essai. Oh, Maître Corbeau, si votre ramage ressemble à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ce bois. Imaginez que le corbeau prenne son fromage en main,
enfin, dans ses ailes, on va dire, et disent au renard, mon vieux, la flatterie avec moi, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe pour le renard? Ben rien. Le renard se retrouve instantanément en situation d'impuissance. Et ça, il faut que vous le compreniez. Ça, il faut que ça rentre dans votre tête. Tout manipulateur vit aux dépens de celui qu'il essaye de manipuler, comme tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc ça veut dire que les autorités vivent aux dépens de vous. De la même façon que la minuscule minorité de psychopathes milliardaires vit aux dépens des gouvernements, des médias, des fact-checkers, des faux lanceurs d'alerte qui sont là pour brouiller les pistes, mais qui sont payés par l'OMS, qui sont payés par les agences de presse, qui sont payés par les gouvernements pour faire semblant d'être des citoyens ordinaires qui viennent démolir le travail des lanceurs d'alerte. Ben, tous ces gens-là, voyez, les médecins, les médias, les gouvernements, les dirigeants d'État et les journalistes et les fact-checkers, tous ces gens-là sont à la solde de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires. Sauf que ce que vous oubliez, c'est que cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires n'a de pouvoir sur tous ces gens-là que dans la mesure où ces gens-là acceptent de donner du pouvoir à cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires. Parce que si tout le monde dans tous les pays avait fait comme Loukachenko par exemple, c'est-à-dire le président de la Biélorussie qui est président depuis 24 ans de ce pays, à savoir refuser les 92 millions de dollars que l'OMS lui promettait s'il appliquait les mêmes mesures que dans le nord de l'Italie au moment où l'Italie était en pleine crise. Si Loukachenko avait dit « Ok, vous pouvez apporter 92 millions à mon pays et une partie à moi, bien entendu. Je vais mettre mon pays en situation de confinement et je vais mettre à l'arrêt toute l'économie. » Ben, c'est clair que l'OMS aurait eu du pouvoir sur Loukachenko et sur la Biélorussie. Sauf que Loukachenko leur a dit « Allez vous faire voir, les amis. Moi, je suis du côté de mon peuple et je protège mon peuple et foutez le camp. Je ne veux pas vous voir ici. » Alors, l'OMS a envoyé le FMI quelques jours plus tard pour proposer cette fois-ci un prêt de 900 millions de dollars américains à Loukachenko, toujours. Et Loukachenko est resté incorruptible. Résultat des courses. Eh bien, ni l'OMS, ni le FMI n'ont eu du pouvoir sur Loukachenko parce que tout simplement, Loukachenko n'est pas rentré dans le jeu. C'est ce que j'appelle dans la dynamique relationnelle systémique une relation de complicité circulaire, c'est-à-dire que A n'a du pouvoir sur B que dans la mesure où B lui donne le pouvoir d'avoir du pouvoir sur lui. C'est ça la complicité circulaire. C'est que donc, quand quelqu'un a du pouvoir, et ça c'est une excellente nouvelle pour vous, donc écoutez là, quand quelqu'un a du pouvoir sur vous, ça veut dire que d'une manière consciente ou inconsciente, volontaire ou involontaire, vous êtes en train de donner du pouvoir à celui qui a du pouvoir sur vous. Vous lui donnez le pouvoir d'avoir du pouvoir sur vous. Et donc c'est un cercle vicieux. Et plus vous lui donnez du pouvoir, plus A va pouvoir renforcer son pouvoir sur vous. Et plus il renforce son pouvoir sur vous, plus vous allez devoir accepter ce pouvoir. Et plus vous êtes liés. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est ce qui se passe au niveau de nos dirigeants actuellement dans la plupart des pays? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que tous ces ministres de la santé, tous ces premiers ministres, tous ces présidents de pays, n'avez pas l'impression qu'ils ont un gun
sur leur tempe pour l'instant. Parce qu'il y a d'excellentes façons de renforcer le pouvoir sur quelqu'un et de le soumettre. Vous savez comment? Et ça, je l'ai découvert après l'affaire Dutroux. C'est que si vous faites partie d'une certaine sphère de la société, on va commencer à vous inviter de temps en temps à des soirées spéciales. Si vous voulez savoir à quoi ressemblent ces soirées spéciales, allez revoir ou allez voir le dernier film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Ça va? Allez voir ça. Donc, on vous invite à des soirées spéciales. Des soirées qui, très souvent d'ailleurs, n'admettent que les hommes. Et dans ces soirées très spéciales, vous allez retrouver beaucoup de jeunes femmes très belles et très peu vêtues, pour ne pas dire complètement à poil. Et que la fête commence avec aussi de la cocaïne à profusion, évidemment, tout ça, ça fait partie de la personne ou l'institution ou la demeure qui invite. Donc, on se prend des lignes de coke, on s'envoie en l'air avec ces jeunes femmes, la plupart du temps prostituées ou esclaves sexuelles, on vous drogue, vous buvez bien, etc., etc. Et puis on introduit un peu plus tard dans ces soirées des mineurs, des petits garçons, des petites filles. Vous, comme vous êtes complètement pété, une prostituée de 18 ans, de 20 ans ou une prostituée de 14 ans, vous savez, il suffit de bien maquiller certaines jeunes filles de 14 ans pour qu'elles ressemblent à une jeune femme de 18-19 ans. Et vous baisez avec. Et pendant ce temps-là, les organisateurs de cette fête très spéciale réunissent des preuves du fait que vous avez baisé avec des mineurs, sans en être nécessairement très conscient. Mais par la suite, quand on a besoin de vos services pour imposer un confinement, pour imposer une mise à l'arrêt de l'économie d'un pays, quand on veut que vous imposiez finalement des mesures qui vont mettre à mort la classe moyenne d'un pays, évidemment, vous allez avoir une petite gêne, vous allez avoir une petite réticence. Sauf que là, on va vous montrer quelques photos prises lors de ces soirées spéciales. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Ça s'appelle du chantage. Ça, c'est pour certaines personnes qui font partie de nos gouvernements. D'autres personnes, il suffit de leur proposer quelques centaines de milliers d'euros ou de dollars ou quelques millions d'euros ou de dollars sur des comptes dans des paradis fiscaux pour obtenir leur allégeance, leur soumission, leur docilité. Et même lorsqu'ils se rendent compte que les mensonges qu'on leur a demandé de diffuser auprès de la population n'ont plus aucun sens. Quelle est la seule issue qu'ils ont à ce moment-là? C'est de continuer à mentir, parce que s'ils arrêtent de mentir, le scandale éclate. Et comme ils veulent sauver leur peau, ces gens-là, eh bien, ils continuent. Mais donc, vous vous rendez compte que ces gens corruptibles et donc corrompus ont donné le pouvoir à la minuscule minorité de psychopathes milliardaires parce qu'ils avaient des choses à se reprocher. Alors, vous voyez, là, on en est au niveau des médias, des gouvernements, des premiers ministres, etc., etc. On va reproduire maintenant la même chose à l'étage en dessous. On va demander, par exemple, aux commerçants, aux entreprises, de jouer le rôle de la police
Déjà, je trouve que le concept est totalement incongru. Ce n'est pas le rôle d'une entreprise de jouer à la police, c'est-à-dire d'imposer à ses propres clients le port du masque. Et remarquez comme le gouvernement a fait les choses de façon très perverse. Parce que si le gouvernement avait imposé tout de suite à la population le port du masque dans les magasins, ça créait un problème légitime. Mais à partir du moment où on impose à des commerçants de faire respecter une injonction, un décret à l'intérieur de leur propre commerce, on met les commerçants dans une situation quasiment inextricable, puisque si le commerçant n'est pas d'accord avec le décret, ce qui est le cas de beaucoup de commerçants, ça les emmerde les commerçants. Et les commerçants se rendent compte qu'ils ont beaucoup moins de chiffre d'affaires depuis la fin du confinement, parce qu'on nous a dit « ouais, ça y est, c'est le déconfinement », mais en fait, c'est pire que pendant le confinement. Parce que, au moins pendant le confinement, pour ce qui est des épiceries en tout cas, on pouvait y aller sans masque. Donc tout le monde allait faire ses courses. Bon, il fallait faire la file à l'extérieur. Quand il faisait froid comme ici au Québec, c'était un peu désagréable, mais au moins on pouvait rentrer dans le magasin sans aucune condition. Maintenant, vous savez, moi, je n'ai pas été une seule fois au restaurant depuis la fin du confinement. Parce que ça m'emmerde de respecter ces règles qui n'ont aucun sens. Je n'ai pas été une seule fois au cinéma. Pourtant, il y a des films que j'aimerais bien aller voir, mais je ne vais pas au cinéma. Je n'ai pas été en Europe parce que les compagnies aériennes sont en train d'imposer des mesures qui sont totalement inacceptables, avec en plus l'obligation d'une quarantaine de 14 jours au moment d'arriver dans un pays. Donc ça veut dire que le chiffre d'affaires des commerçants est en train de chuter. Mais regardez, les commerçants sont pris entre deux feux. Soit ils refusent d'imposer cela et donc à ce moment-là, ils reçoivent des amendes et on ferme leur commerce. Soit ils imposent des mesures avec lesquelles ils ne sont pas nécessairement d'accord et donc les clients sont tellement fâchés que les clients ne viennent plus dans le commerce. C'est-à-dire que cette acceptation d'imposer le port du masque obligatoire dans son commerce, c'est encore une façon de donner du pouvoir à un gouvernement qui est illégitime et corrompu. Et donc, quand les commerçants me disent « oui, mais tu sais, je n'ai pas le choix, Jean-Jacques », je suis désolé, vous avez toujours le choix. Pas une seule fois, pas une seconde, j'ai porté le masque dans un seul commerce. Pourtant, je vais faire mes courses dans un magasin d'alimentation biologique qui impose le masque, mais moi je rentre sans masque. Quand je vais faire le plein d'essence, je vous l'ai déjà dit dans une autre conversation du lundi, je rentre dans la boutique sans masque. Les 2 premières fois, le caissier m'a dit « Monsieur, vous n'avez pas de masque ?» Et je lui réponds « Non ». Et ça se termine là. « Ah bon ?» Bon, ben ça fera 35 $ pour cette fois-ci. J'ai été au bureau de poste à plusieurs reprises. Tout le monde porte le masque. Je ne porte pas le masque. J'ai loué une camionnette, puisque nous avons fait le déménagement de nos bureaux. Donc ça y est, nous n'avons plus de bureau physique maintenant. Donc j'ai dû aller louer une camionnette. Je suis rentré sans masque. La dame m'a dit « Monsieur, vous devez porter le masque ». Je dis « Madame, je suis désolé, mais je ne supporte pas le masque. » Et d'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner, à votre place, je ne le porterai pas non plus parce qu'il y a de plus en plus de cas de problèmes pulmonaires et respiratoires chez les gens qui font du sport avec leur masque, par exemple. Et ce qui était très drôle, c'est que cette dame a du coup mis le masque sur son cou et on a eu toute notre conversation sans masque, elle et moi. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à partir du moment où vous n'acceptez pas
une injonction qui n'a aucune justification, ni sanitaire, ni légale, ni scientifique, la personne qui vous impose cette injonction est en situation d'impuissance comme le renard l'aurait été avec le corbeau. Je vous donne un exemple pour illustrer cela. Et puis je vous donnerai des suggestions de choses que vous pouvez faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. J'ai un ami argentin qui m'a appelé dernièrement et qui m'a raconté ce qui s'est passé à Rosario, qui est une ville à 300 km de Buenos Aires, une ville dans laquelle je me trouvais au mois de mars dernier. Et le maire de Rosario est devenu complètement fou, obsessif, obsessionnel, et il a voulu imposer à la ville entière que, à partir de 19 h, les bars et les restaurants devaient être fermés. Or, vous imaginez bien que dans tous les pays hispanophones, les restaurants, ils s'ouvrent à 19 h et on mange jusqu'à 23 h ou minuit. Hein, c'est comme en Espagne, si vous voulez. Et donc, il avait dit, à partir de la semaine prochaine, les restaurants et les bars doivent être fermés à partir de 19 h. Dans la semaine, entre le moment où il a donné cette injonction et le moment où le décret devait être mis en application, les restaurateurs de la ville complète se sont mis ensemble. Les tenanciers de bars se sont mis ensemble et ils ont tous décidé, vous m'entendez? Ils ont tous décidé d'ouvrir leurs restaurants et leurs bars à 19 h, le jour où normalement ils auraient dû tout fermer. Qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé? Rien. Il ne s'est rien passé parce que la police ne savait pas où donner de la tête et puis finalement la police s'est rendue compte que c'était une mesure totalement disproportionnée par rapport aux bénéfices qui étaient recherchés. Comment ça se fait que jusqu'à 18h59 le virus n'est pas virulent et à partir de 19 h le virus est virulent? Comment est-ce que, même ceux qui croient à la virologie traditionnelle, comment est-ce qu'on peut croire ce genre de conneries-là? Mais ce que je veux illustrer ici, c'est que ce maire aurait eu le pouvoir sur les commerçants si les commerçants s'étaient soumis à l'injonction. À partir du moment où les commerçants se sont mis ensemble en disant « cette mesure est injuste, elle risque de nous mettre en faillite », et nous allons refuser, nous allons nous mettre debout et nous allons dire non, nous n'entrons pas dans ce jeu. Et c'est totalement non violent, vous voyez, ils n'ont pas été faire la révolution, ils n'ont pas été casser les vitres de la mairie de Rosario, ils ont simplement ouvert et ils ont reçu leurs clients, comme d'habitude. Du coup, le maire a dû faire marche arrière et a dû retirer son décret et son interdiction. Est-ce que vous commencez à comprendre donc d'où vient le pouvoir que les autorités ont sur vous? Les autorités n'ont du pouvoir sur vous que dans la mesure où vous vous soumettez à cette autorité. Et là, nous avons bien été conditionnés depuis notre plus tendre enfance à écouter l'autorité et à même projeter sur l'autorité une image de bon père de famille ou de bonne mère de famille. C'est-à-dire, on ne peut même pas imaginer un seul instant que les autorités puissent avoir des intentions négatives et malveillantes vis-à-vis de nous. Donc du coup, comme nous avons appris dès le plus jeune âge et puis dès le moment de l'école, la soumission à l'autorité, c'est ça la racine du pouvoir que vous subissez actuellement. Donc, quand vous continuez à porter vos masques, eh bien, je suis désolé, vous continuez à donner du pouvoir sur ceux qui veulent avoir du pouvoir, sur ceux qui font des tentatives de jeu de pouvoir sur vous, mais ces tentatives de jeu de pouvoir se transforment en pouvoir parce que vous leur avez donné le pouvoir d'avoir du pouvoir sur vous. Je n'ai pas porté un masque plus d'une
d'un dixième de seconde. En fait, je n'ai pas porté de masque dans les commerces parce que je refuse de porter un masque. Parce que porter un masque, c'est envoyer un message à l'autorité en disant « Vous pouvez me soumettre et demain, vous pourrez me soumettre aussi pour un vaccin. Après-demain, vous pourrez me soumettre pour un puçage. Après-demain, vous pourrez me soumettre pour un traçage numérique permanent avec reconnaissance faciale et surveillance par des drones qui seront connectés avec la 5G. Et dans quelques semaines, ou dans quelques mois, ou dans quelques années, j'accepte un pouvoir totalitaire absolu où je n'aurai plus aucune liberté si je n'accepte pas de devenir un humain génétiquement modifié et si je n'accepte pas ce plan transhumaniste de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires. Donc ces minuscules minorités de psychopathes milliardaires qui ne sont que 200 familles, dont les principaux évidemment sont les Rothschild, les Rockefeller, les Carnegie, les Clinton, les Bush, et plein d'autres familles que je ne vais pas vous citer ici parce que je ne les connais pas tous par cœur. Ces gens-là n'ont du pouvoir que parce qu'ils sont capables de corrompre, parce qu'ils sont capables de soumettre des larbins qui s'appellent Macron, qui s'appellent Trudeau, qui s'appellent Legault, qui s'appellent Arruda, qui s'appellent Maggie de Bloch, etc., et tous les autres dont je ne connais pas les noms. C'est de là que viennent leurs pouvoirs. Donc la bonne nouvelle de cette conversation du lundi, c'est que dès maintenant, vous pouvez mettre fin au pouvoir que les autorités ont sur vous. Dès maintenant. Et il n'y a pas 36 solutions. C'est de vous mettre ensemble. Donc, si vous désobéissez, mettez-vous à 10 et rentrez dans un magasin à 10 sans masque. Bonne chance aux commerçants. Allez parler aux commerçants. Dites-lui, je n'entre plus dans votre magasin si vous continuez à m'imposer le port du masque. Et c'est clair qu'il y a des magasins qui m'ont refusé l'entrée parce que je ne voulais pas porter de masque. Eh bien, ces magasins n'ont plus eu mon argent depuis. Ils ont perdu un client. Le cinéma m'impose de porter le masque entre l'entrée dans le cinéma jusqu'à ma place dans la salle obscure. Pour moi, c'est déjà trop. Il n'en est pas question, c'est une question de principe, c'est une question de l'engrenage, parce que si j'accepte le masque, ne fût-ce que 3 minutes entre le moment où je rentre dans le cinéma et le moment où je m'assieds dans la salle, c'est 3 minutes de trop qui envoient un message à ces larbins qui sont soumis parce qu'ils n'ont pas le choix, probablement parce qu'ils ont fait le con dans des soirées un peu exceptionnelles ou parce qu'ils ont accepté des centaines de milliers de dollars ou des millions de dollars. J'envoie un message à ces larbins qui sont eux-mêmes soumis à la minuscule minorité de psychopathes milliardaires. Et donc ces 3 minutes, c'est 3 minutes de trop. Dernière chose, tout le pouvoir de ces crapules repose sur le mensonge. J'espère que maintenant vous avez compris que l'élite, les gouvernements, l'OMS, les instances de santé publique, les médias, les fact-checkers, tous ces gens-là vous mentent. Et ils utilisent le mensonge pour vous terroriser et pour vous mettre dans la confusion et dans la sidération, pour vous torturer psychologiquement. Mais tout ça est basé sur le mensonge. C'est pour ça que le gouvernement du Québec, par exemple, dépense pas moins de 10 millions de dollars par mois en spots publicitaires juste pour nous répéter à longueur de journée: quand je mets le masque, je protège l'autre, et quand tu portes le masque, tu me protèges. Pour foutre la merde au sein de la population.
Ils ont besoin de 10 millions de dollars pour masquer leurs mensonges. Nous, on n'a pas besoin de 10 millions de dollars pour vous démontrer qu'ils mentent. Et donc maintenant, je vous fais un appel. Vous le savez, j'ai mis en place une plateforme où vous pouvez déposer des documents. Et donc, sur cette plateforme, je vous explique comment procéder pour déposer des documents qui vont nous permettre de produire des petits feuillets que vous pourrez distribuer, que vous pourrez photocopier, que vous pourrez distribuer. Donc, c'est un travail collaboratif que je vous propose. Vous êtes déjà plus de 2000 à vous être inscrits sur cette plateforme de dépôt de documents qui s'appelle document.apaga.net. Eh bien, sur cette plateforme, je vais vous demander de faire aussi une chose. Je vais vous demander de témoigner, mais en mettant votre nom et votre prénom. Ça ne veut pas dire pour autant que je divulguerai votre prénom et votre nom, mais je vous supplie maintenant de témoigner de tous les mensonges dont vous êtes témoin. Si vous êtes infirmier, infirmière, si vous êtes médecin, si vous êtes chirurgien, si vous êtes journaliste, si vous êtes dans un cabinet ministériel, si vous êtes dans la police, si vous êtes dans l'armée, je vous supplie de m'envoyer maintenant les informations qui vont pouvoir démasquer les mensonges sur lesquels repose tout leur pouvoir encore actuellement. Et ce que je peux vous dire, c'est quelque chose de très sérieux. Si vous détenez des informations à propos des mensonges et des manœuvres qui sont mises en place actuellement contre la population, et que vous ne dites rien, ça fait de vous les complices de criminels. Parce que ce sont des criminels. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce que ces responsables politiques, ces instances de santé, ces journalistes, ces debunkers, ces fact-checkers font. C'est criminel. Et vous savez ce que c'est ? Dans le droit criminel, quelqu'un qui a des informations sur des activités criminelles et qui ne dit rien, eh ben ça fait un complice de crime. Et c'est punissable au niveau pénal. Alors de quel côté voulez-vous être? Est-ce que vous voulez être celui ou celle qui se tait parce qu'il a peur ou elle a peur de perdre son boulot? Vous allez rester silencieux combien de temps en étant témoin des actes criminels qui sont en train d'être perpétrés contre la population? Combien de temps allez-vous vous taire avant de témoigner de ce dont vous êtes témoin? Je parle aussi de ceux qui travaillent dans des compagnies pharmaceutiques qui sont en train de mettre au point des vaccins absolument effrayants, terrorisants. Je parle de ceux qui travaillent aux commissions européennes ou aux communautés européennes et qui sont en train de mettre en place un assouplissement des règles, un assouplissement des lois pour permettre des vaccins qui vont transformer les êtres humains en êtres humains génétiquement modifiés. C'est-à-dire que je ne sais pas à partir de quel moment on pourra dire que vous n'êtes plus humain, mais que vous êtes transgénique. Combien de temps allez-vous vous taire? Parce que votre silence fait de vous des complices d'activités criminelles. Mais si vous commencez à parler, chacun et chacune d'entre vous, et déposer sur ma plateforme vos témoignages en disant « Voilà ce dont je suis témoin », là, vous aiderez vos concitoyens à éviter l'instauration d'un État totalitaire. Et vous contribuerez en tout cas à la préparation d'un avenir qui ne sera pas aussi sombre pour vos enfants et vos petits-enfants. Alors réfléchissez-y aux conséquences de votre silence actuel
si vous êtes témoin de malversation, de manipulation, de fraude dans le domaine dans lequel vous travaillez. L'heure est venue maintenant pour vous de choisir votre camp, parce que nous sommes en guerre. Le petit micron qui se croit au-dessus de tout à la présidence de la République française, ce petit micron nous a répété 6 fois que nous étions en guerre. Il nous a fait croire que nous étions en guerre contre un virus alors qu'en fait, il était en train de parler de la guerre contre le peuple. J'espère que maintenant c'est clair pour vous, que c'est une guerre contre le peuple qui est menée. Et si vous ne dites rien, vous vous rendez complice de ces crapules qui sont au pouvoir et qui sont en train de tuer la classe moyenne, qui sont en train de tuer tout ce qu'il y a de beau dans l'humanité. Alors réfléchissez, nous sommes en situation de guerre, allez-vous rejoindre les rangs de la résistance ou allez-vous rejoindre les rangs des collaborateurs? Il n'y a plus de milieu en situation de guerre. Et je vous demande maintenant, en votre âme et conscience, de choisir votre camp. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, je sais que j'étais beaucoup plus grave que d'habitude, j'étais beaucoup plus incisif que d'habitude, mais je peux vous dire que tout se joue avant le 15 octobre. C'est maintenant qu'il faut envoyer un message extrêmement clair à ces larbins qui sont au service de la minuscule minorité de psychopathes milliardaires. C'est maintenant qu'il faut leur envoyer un message. C'est maintenant qu'il faut enlever vos masques. C'est maintenant qu'il faut désobéir. Mais de façon non violente. Parce que sinon, je vous promets que cet automne va être un automne extrêmement violent. Avec des guerres civiles, avec des famines, avec des meurtres. C'est ça qui nous attend. C'est ça qu'ils ont prévu dans leur plan. Mais nous pouvons encore arrêter cela si maintenant nous mettons la vérité en plein jour. C'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cette conversation du lundi.